Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Près de 700 millions de dollars seront investis. 3000 emplois attendus et les autorités estiment que la Guinée s'en sortira avec un énorme bénéfice au terme du projet. Leur engagement pour la transformation locale en alumine et leur intention pour le moyen et le long terme de pouvoir aller sur toute la chaîne de transformation est une excellente chose pour la Guinée. Cela va contribuer à l'industrialisation du pays. Plus les résultats de recherche seront probants, plus la société va élargir sa capacité de production et de transformation. Le bien-être des employés et de la préfecture seront priorisés par Chalco. Donc, concernant l'approvisionnement des matières premières, s'il existe une suffisante quantité de ces matériaux, on va les utiliser. Donc, concernant la promotion de la croissance économique de Guinée et l'apport du bonheur au peuple guinéen, Chinalco va faire de son mieux. Argent contre mines et infrastructures. La Chine a prêté 20 milliards de dollars à la Guinée. Le remboursement se fera à des conditions prédéfinies entre les deux parties. Une partie des revenus de ce projet servira à financer, à rembourser les prêts qui seront contractés pour la réalisation des infrastructures. Le ministre du Budget pense déjà aux sources de revenus que son département pourrait récolter pour permettre à l'économie guinéenne de souffler. Et qui parle de croissance par la collecte des impôts. Et ça signifie que ça va augmenter encore les sources de revenus pour l'État, qui nous permettra à coup sûr de réaliser tous les objectifs contenus dans le plan de développement économique et social qu'on appelle PNDS. Avant la fête de l'indépendance guinéenne, Chalco promet d'honorer une partie de son engagement. La nouvelle est tombée ce jeudi soir sur les ondes des médias d'État. En plus de leur limogeage, les directeurs généraux de l'Office guinéen de publicité et de l'Office guinéen des chargeurs sont accusés de malversation financière. Le décret précise que l'agent judiciaire de l'État a été saisi pour enquêter sur l'affaire. Si à l'Office guinéen de publicité, c'est un audit initié par le conseil d'administration de cet organe qui a établi ce présumé détournement de plus de 14 milliards de francs guinéens, alors que reproche-t-on à Sékou Kamara, directeur général de l'Office guinéen des chargeurs? Tamba Zakari Minimono, chroniqueur dans les grandes gueules sur Radio Espace à l'origine de ces révélations, apporte des éléments de réponse. À l'ouverture de cette enquête sur l'OGC, on était à 8 milliards de fonds détournés. Alors, personne n'a voulu prendre le taureau par les cornes. On en est venu à plus de 25 milliards de francs guinéens aujourd'hui. Reste à voir comment est-ce que tout cela va se passer pour que l'argent soit remboursé. Moussa Diawara, là aussi, beaucoup d'argent, on parle de 14 milliards à rembourser, plus de 24 milliards à justifier, l'utilisation de plus de 24 milliards à justifier. Ça reste là également, comme j'ai dit au départ, on aurait aimé que ça n'arrive pas là. En plus des deux directeurs généraux, leurs agents comptables respectifs ont été aussi démis de leurs fonctions. Dans ces différentes émissions, les animateurs des grandes gueules qui ont mené plusieurs investigations sur des dossiers de détournement regrettent le retard dans la prise de cette décision. On peut toujours avoir de la volonté, telle que c'est affiché par le ministre Kassori Fofana. Il n'est pas à sa première, il faut le dire, même si lui-même, il y a pas mal de bruit qui tourne autour de lui, que ça reste à vérifier. Donc il peut y avoir de la volonté de la part d'un gouvernement, mais il faut ensuite que ce soit suivi d'action. Moi, je ne veux pas beaucoup rêver. J'attends de voir ce que ça peut donner, parce que même la texture du gouvernement aujourd'hui ne me rassure pas. Pour bon nombre d'observateurs, cette lutte enclenchée par l'équipe de Kassori ne doit pas en rester là. La lutte contre la corruption doit se poursuivre dans tous les services publics, conformément à l'engagement du Premier ministre lors de son discours de prise de service. Ceci afin d'assainir les finances de l'État. Le collectif des greffiers n'est pas prêt à lever son mot d'ordre de grève. Il l'a fait savoir ce vendredi après un entretien. Il estime vivre une injustice dans le cadre de la rémunération du travail des fonctionnaires du ministère de la Justice. Le collectif a été reçu par le Premier ministre ce jeudi, en vain.
Nous avons posé la condition d'avoir au moins un protocole d'accord signé par le ministre. Mais arrivé au département, le ministre n'a pas voulu faire le protocole. Donc c'est ce qui a fait que, puisque nous n'avons pas eu de garantie suffisante pour lever le mot d'ordre, c'est pourquoi on a continué. Sinon, ce n'était pas de notre volonté seulement d'aller en grève. Mais il faut qu'on ait quelque chose qui garantit nos intérêts, puisque par le passé, il y a eu des promesses verbales qui n'ont jamais été tenues. Le collectif, dans sa requête, dénonce la non-mise en œuvre de leur statut et exige l'application totale avec effet rétroactif du statut particulier des greffiers. Nous avons le soutien aujourd'hui de tous les greffiers sur l'ensemble du territoire national. Certes, il y en a certains à cause de leur position qui ne nous accompagnent pas, mais ce n'est pas ce qui est important. Le plus important, c'est que la plupart des greffiers aujourd'hui soutiennent le monde, puisque quand même il s'agit d'un intérêt. Quand il y aura cet intérêt, ce n'est pas pour X ou Y, c'est pour tout le monde. La grève est loin d'être suspendue tant que les revendications ne sont pas satisfaites, affirme le porte-parole des greffiers. Isaac est un employé d'Intercon Security depuis 20 ans. Sa descente aux enfers commence le 7 septembre 2017, lorsque ses camarades de lui sont informés de la vente de leur société à un ancien employé de la boîte. Dès lors, ils réclament les règlements pour leurs services rendus à la société, comme le prévoit la loi, selon eux. Depuis le mois de décembre, on n'est pas à payer. Certains de nous, ils sont arrêtés à payer le mois de décembre. Moi-même, j'étais en congé le mois de novembre. Décembre, venu maintenant travailler, on n'était pas à payer. Maintenant, il y a des gardes aussi qui continuent à demander pour les règlements. Quand tu parles, ils bloquent ton salaire. Quand tu parles, ils bloquent ton salaire. C'est ça qui a fait même nos amis qui sont là-bas. Dans l'intimidation, eux, ils sont pères. Parce que quand ils bloquent ton salaire, tu es père de famille. Tu n'as rien où gagner. C'est dans le travail là, tu vas avoir peur. Ils sont 37 sur plus de 700 à revendiquer leur dû. Le nouvel employeur Mohamed Bamba Kamara aurait fusionné Intercom avec sa nouvelle société Altop. S'ils ne sont pas contre la vente et la fusion de leur société, ils fustigent la démarche. La manière de la vente d'abord, nous n'avons pas confiance. Ça s'est passé dans la plus grande opacité du monde. Le papier qu'on nous a montré ici, soi-disant, c'est les papiers de vente. La signature a été scannée de Californie en Guinée. Comment la vente d'une société qui a existé pendant 20 ans dans un pays démocratique, on peut scanner une signature? C'est responsable. Ça fait partie de choses qui nous ont découragés. On dit là, ça c'est pas clair. Nous, passer notre droit, nous on va quitter. On va laisser entrer. C'est là-bas qui est devenu problème. Ce matin, les forces de l'ordre ont fait une immersion dans les locaux que ces agents occupaient. 2 d'entre eux ont été interpellés. Le responsable a vidé le contenu des bureaux. Jusqu'à fin 2017, ce village de pêcheurs isolé à l'ouest de Madagascar n'avait pas accès à l'électricité. Yolande et ses petits-enfants s'éclairaient à la lampe à pétrole. D'abord, ça ne faisait pas assez de lumière, on ne pouvait pas travailler correctement. Et puis la fumée nous rendait malades. Les enfants n'arrêtaient pas de tousser et ils avaient les narines noircies. Mais aujourd'hui, près de 200 logements sont équipés de panneaux solaires et ce sont Yolande et 3 autres femmes du village qui assurent l'installation et la réparation des équipements. Un savoir-faire acquis en Inde où elles ont été formées en tant que techniciennes solaires. Quand on est parti, j'avais un peu peur parce qu'on ne connaissait pas ce pays. Ce qui m'a surtout impressionné, ce sont les lumières. Ah, c'était éblouissant de voir toutes ces lumières en Inde. On avait de la lumière tout le temps, non-stop. Le ventilateur marchait à longueur de journée. Pareil pour l'électricité. Il n'y avait pas de coupure de courant. Le programme a changé la vie des villageois qui continuent désormais à étudier, travailler ou cuisiner le soir venu. L'énergie solaire permet aussi de lutter contre l'insécurité. Il y a déjà eu 2 morts ici. Ils ont été tués par balle.
C'est pour ça qu'on veut éclairer à l'extérieur pour voir les bandits de loin et pouvoir fuir à temps ou bien se préparer. D'ici 2030, le projet prévoit d'approvisionner 630 000 ménages en énergie solaire. Un bond en avant pour les villages concernés dans un pays où 94% de la population est privée d'électricité.